Bonjour, je vous remercie et merci de m'avoir proposé de parler à ce symposium. Moi, je ne vais pas vraiment vous parler de chromatine, je vais vous parler un petit peu de l'historique de la DOAD et de là où on en est, en prenant quelques exemples, en particulier dans mon domaine, qui sont les modèles animaux. Tout d'abord, je voulais déjà commencer par le fait que la DOAD, on en parle maintenant, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'importance, hein, mais ces notions de période critique d'alimentation existent depuis longtemps. Et donc ici, vous avez une photo du professeur McCann de l'Université de Cambridge, qui travaillait sur des porcelets et qui travaillait sur des périodes de nutrition. Et vous voyez ici 3 porcelets qui ont été sous-nourris dans des périodes postnatales à des périodes différentes. Et on voit qu'on a vraiment un animal totalement rachitique qui n'a pas du tout fait de croissance, un animal très peu développé et un animal très développé. Et donc le professeur McCann, dès 1962, a commencé à utiliser le terme période critique qui affecte de façon permanente, alors lui ce qui l'intéressait c'était les animaux, hein, donc la composition corporelle. Et donc, il a donc tiré d'un des textes qu'il a écrit, un animal ne peut atteindre son potentiel génétique que dans un environnement idéal, car il dépend de son environnement pour tout ce dont il a besoin. Et seule une intégration complète dans son environnement lui permet de mener une vie réussie et d'exprimer complètement sa personnalité. Donc, il parlait même de personnalité pour ses cochons. Un peu plus tard, à la fin de sa carrière, le professeur McCann a fait une conférence donc, sur un symposium sur la croissance et la nutrition. Et j'ai l'impression qu'il avait déjà tout compris, puisqu'il nous dit qu'il y a beaucoup de périodes critiques entre la conception, donc il commençait déjà dès le début, la maturité et la mort. Clairement, il est impossible de les traiter toutes. J'ai donc dû être hautement sélectif et je me suis limité aux périodes d'intérêt nutritionnel, et donc qui, pour lui, était donc la période surtout néonatale, mais on sait maintenant que la période fœtale joue. Alors, le sujet s'est développé ensuite avec les expériences de Barker, qui travaillait sur des patients anglais et qui a montré au début des années 90, ici vous avez donc un rapport entre le poids de naissance et la mortalité par des maladies cardiovasculaires. Donc ici le poids à 1 an, pardon, et on voit que les plus petits poids sont ceux qui ont plus de mortalité à l'âge adulte par des maladies cardiovasculaires. Ensuite, il a montré le même rapport avec des perturbations de l'homéostasie glucidique, donc des mauvaises régulations de la glycémie, de nouveau qui étaient plus importants chez les petits pois. Et on voit ici que les petits pois, c'est des enfants qui sont nés en dessous de 3 kg ou en dessous de 2,5 kg, donc ce ne sont pas des très petits pois, et ce sont des enfants qui étaient nés à terme. Et donc on voit une perturbation plus importante chez les adultes qui étaient petits à la naissance, et de même pour l'apparition du syndrome métabolique, une augmentation des risques d'apparition de syndrome métabolique chez les enfants qui étaient nés à des poids à moins de 2,5 kg. Je travaillais en Angleterre à cette époque et je suis allée écouter David Barker au Collège royal de médecine. Et à ce moment-là, c'était très, très, très controversé. On lui a expliqué qu'il mélangeait des serviettes et des torchons et qu'il n'avait rien compris et que ces relations n'étaient pas liées à la croissance fœtale. Cela dit, 20 ans après, on pense que c'est lui qui a tout commencé. Alors ici, nous voilà sur une étude de 2007, une étude épidémiologique par l'équipe de Plagman donc en Allemagne, qui a repris un nombre d'études importantes pour la relation entre le diabète de type 2 et le poids à la naissance, donc la survenue d'un diabète de type 2 chez l'adulte. Et on voit que pour les enfants dont le poids était inférieur à 2,5 ou dont le poids était supérieur à 4 kg, donc on a une courbe en U de la susceptibilité, eh bien, on a une augmentation du risque de développer un diabète de type 2. Alors si 1, c'est la normale, vous voyez qu'on a 1,32 lorsqu'on était de petits poids et 1,27 lorsqu'on était de poids élevé.
Alors tout ça, c'était des études épidémiologiques, et ce qui a vraiment fait avancer la compréhension et puis le fait qu'on a commencé à vraiment être persuadé que ces données épidémiologiques étaient vraiment reliées à des phénomènes physiologiques, ben, ça a été apporté par l'étude de la famine hollandaise. En effet, dans l'hiver 44-45, il y a eu une famine à Amsterdam qui a d'abord été causée par un blocus de Amsterdam par les Allemands et puis ensuite par un gel des canaux. Et donc on connaît de façon assez précise le niveau moyen nutritionnel de la population qui était à Amsterdam durant cette période, et cette période est bien délimitée dans le temps. Donc en fait on a eu comme une expérimentation animale, sauf que ça a été chez l'homme durant la guerre, et donc les femmes qui étaient présentes à Amsterdam à ce moment-là, il y en avait qui étaient enceintes, il y en a qui sont devenues enceintes, il y en a qui ont accouché. Et donc, autour de nombreuses études, et ce ne sont que certaines d'entre elles, on étudie le devenir des enfants de ces femmes et de leurs petits-enfants. Donc, on sait que, à peu près pour les enfants issus de ces femmes, lorsqu'elles étaient enceintes, qui étaient enceintes durant la famine, durant le premier trimestre, et qui n'étaient pas en retard de croissance, donc ces enfants n'étaient pas des petits bébés, eh bien, on a une augmentation des maladies cardiovasculaires et de l'obésité. Pour le deuxième trimestre, on a une augmentation de l'hypertension. Et pour le troisième trimestre, où là, on avait un retard de croissance intra-utérin, on a plutôt des perturbations du métabolisme du glucose. Sur les filles issues de ces femmes sous-nourries, on n'a pas d'effet. Alors c'est un petit peu, il y a différentes études, il semblerait qu'il n'y ait pas d'effet sur la fertilité, mais par contre on a encore statistiquement un poids réduit des petits-enfants à la naissance. Donc on a déjà une idée de peut-être d'une transmission transgénérationnelle de certains facteurs. Donc Barker a proposé dans les années 90 ce qu'on a appelé l'hypothèse de Barker, puisque on était toujours très circonspect par rapport à ce qu'il proposait, qui était que soit une malnutrition maternelle, soit une anomalie placentaire entraînait une restriction de la croissance fœtale, et que ça allait affecter le développement du fœtus à des périodes critiques de ces tissus, qui peuvent être le pancréas avec les cellules bêta, le muscle, les adipocytes, le rein ou le foie. Qu'à la naissance, eh bien, l'enfant s'adaptait à l'environnement postnatal auquel il était confronté, mais qu'avec l'âge, l'apparition d'une nutrition pléthorique et le vieillissement, eh bien, les phénomènes de compensation qu'il avait pu mettre en place étaient dépassés et apparaissaient des dysfonctions métaboliques, des diabètes de type 2 et de l'hypertension, entraînant donc un syndrome métabolique. Alors, la conception de cette théorie a évolué. Donc voici un graphe proposé par Gluckman, donc de Nouvelle-Zélande, plus récemment, en 2004. Donc l'enfant est le fruit, bien sûr, de son génotype, mais il est soumis à un environnement anténatal par le biais du placenta, et je crois que dans la journée, on va reparler du placenta comme un organe clé. Et cet environnement anténatal va jouer sur l'épigénèse, placentaire et fœtale, et l'organogénèse. Donc on va obtenir un phénotype néonatal qui lui-même va être confronté à un environnement postnatal qui n'est pas forcément le même en termes de nutrition, donc en particulier de restriction ou non, que l'environnement anténatal. Et l'ensemble donc va donner un phénotype adulte, et c'est plutôt une inadéquation entre l'environnement anténatal et l'environnement postnatal qui va entraîner des risques de pathologie. Donc, à partir de ces données, l'idée maintenant est d'identifier ces déterminants précoces, et c'est créer donc une société scientifique donc internationale, la DOHAD, pour l'origine développementale de la santé et des maladies. Et pour vous dire que c'est quand même un sujet important, on a actuellement 118 000 publications sur la programmation, donc on appelle ça donc le DOHAD ou la programmation, 371 sur les facteurs épigénétiques impliqués dans cette programmation. Et donc voilà donc la Société internationale DOHAD, origine précoce de la santé et des maladies de l'adulte.
Alors, pour pouvoir maintenant aller un petit peu plus loin et étudier les mécanismes, eh bien, on a quand même une grande limitation chez la femme, hein, puisqu'on peut faire des recherches observationnelles, on peut faire des interventions qui vont être du diagnostic, du traitement ou de la prévention. Mais bien sûr, lorsqu'on veut décortiquer des mécanismes, il ne va pas être possible d'aller beaucoup plus loin chez la femme. D'où l'importance des modèles animaux. Donc les plus connus, bien sûr, sont les rongeurs, mais on sait très bien que les rongeurs ont des limitations et ont une physiologie qui est différente de l'homme. Et donc, on utilise toutes sortes de modèles. Les moutons, en particulier parce qu'ils ont des fœtus de la taille de l'enfant. Le porc, en particulier pour la nutrition néonatale, le lapin, parce que le métabolisme lipidique et le placenta sont particulièrement proches de l'homme, le cheval même pour des effets sur des capacités sportives et de la croissance osseuse, la vache pour la possibilité de faire des animaux génétiquement identiques dans une autre espèce que la souris. Donc, parmi les 118 000 publications présentes, et me conformant à mon domaine de référence, j'ai décidé de vous donner 3 exemples à partir de publications sur les modèles animaux. La première, c'est un papier qui est sorti en 2004 par l'équipe de Susan Ozanne à Cambridge et qui était l'un des premiers qui allait jusqu'à la mort naturelle des animaux. Alors le tableau est compliqué, mais je vais vous emmener dans ce tableau. Donc on avait 6 groupes, et donc les animaux étaient soit sous-nourris ou nourris normalement en protéines durant la gestation, durant la lactation, et après le sevrage, on leur donnait soit un régime équilibré, soit un régime cafétéria, c'est-à-dire un régime enrichi en graisse et en sucre. Et on va parler de la durée de vie. Ici, on a les témoins qui vont manger, donc la mère a mangé normalement durant la lactation, et là on a simplement, est-ce qu'ils étaient équilibrés, ils avaient un régime équilibré durant le reste de leur vie ou un régime cafétéria. Et on voit qu'il y a bien une différence qui est significative. Ceux qui vont manger du régime cafétéria vont vivre moins longtemps, 715 jours, au lieu de 765 jours. Ici, dans ce deuxième lot, les mères ont été sous-nourries en protéines durant la gestation. Elles ont été ensuite nourries correctement durant la lactation, et on a la même différence équilibrée au cafétéria. Et alors là, on voit immédiatement que le temps de survie de ces animaux est beaucoup plus court que le groupe témoin. Et donc la chose qui change le plus, c'est ce qui s'est passé durant la gestation. 568 jours, et toujours moins de temps de survie sur les animaux nourris avec le régime cafétéria. Troisième groupe, ici les mères ont été nourries correctement, ont été sous-nourries durant la période de lactation, et ensuite de nouveau les 2 groupes. Et on voit que le temps de survie est supérieur par rapport aux témoins, et que finalement là, la différence entre le régime équilibré et cafétéria est très faible. On a quand même une différence de temps de survie de 57% entre le groupe le plus affecté et le meilleur des groupes. Alors, on va aussi en reparler, hein, je pense, autour de cette journée. Ici, dans cette étude, les chercheurs n'avaient utilisé que des souris mâles, et on va très vite voir qu'il y a des dimorphismes sexuels et qu'on n'a pas toujours la même chose qu'on a des mâles ou des femelles. Donc on pourrait dire qu'ici, on a un premier acteur qui est une première période critique qui est la gestation. On va l'appeler l'acteur. Et une deuxième critique qui est la lactation, donc ici les animaux ont rattrapé, qui serait le révélateur, et donc avec l'intervention de la nutrition néonatale. Une deuxième période, un deuxième article, enfin une série d'articles dont je voulais vous parler, est une période pour vous montrer que ce n'est pas simplement la gestation, qu'on peut aller beaucoup plus proche du développement de la conception. Ici, une étude chez la souris avec des animaux qui ont été nourris normalement en protéines durant toute la gestation, sous-nourris en protéines durant toute la gestation, ou sous-nourris seulement durant la période pré-implantatoire, c'est-à-dire 3,5 jours chez la souris sur une gestation de 19 jours. Et ici, on a suivi les mâles et les femelles. On voit que chez les mâles, eh bien, il n'y a pas vraiment d'effet. Vous voyez les poids. Donc ici, le groupe qui m'intéresse le plus, c'est le rouge. Ce n'est pas significatif chez les mâles. Par contre, chez les femelles, on voit qu'elles deviennent significativement plus grosses durant toute leur vie, durant l'âge adulte, et elles sont déjà nées plus grosses.
Alors, de même, donc il y a des effets selon le sexe. Donc on reprend les mêmes codes de couleur. Hein. Le rouge, c'est la période préimplantatoire, et le rose, c'est la période totale. Donc lorsque les mères ont été sous-nourries durant toute la gestation, chez les mâles, il y a une tension artérielle qui devient élevée à partir de 15 semaines, mais ça arrive plus tardivement chez les femelles. Et lorsque on sous-nourrit uniquement durant la période périconceptionnelle, eh bien, on a une réduction de l'hypertension chez les mâles par rapport à ce groupe-là, et le maintien d'une pression artérielle très élevée toute la vie, excusez-moi pour le E qui manque chez les femelles. Pour la courbe de croissance des organes, elles sont normales chez tous les animaux. Par contre, le nombre de glomérules rénaux était plus faible chez les femelles. Donc, de nouveau, j'attire votre attention sur la période périconceptionnelle et sur le dimorphisme sexuel. Ce qu'on voit ici, c'est le sac vitellin, donc c'est l'organe qui va permettre les transferts avec la mère chez la souris avant l'établissement du placenta. Dans une situation normale, voilà des petites vésicules d'endocytose par lesquelles les nutriments maternels vont rentrer chez le fœtus. Et on voit que dès cette période très précoce, dans le régime sous-nourri, eh bien, on a des adaptations, donc avant l'implantation. Et alors, une autre étude du même laboratoire, mais sur du rat, et où là, les animaux étaient restreints durant toute la gestation, montre qu'on a des effets, bien sûr, sur la F1, mais aussi sur la F2, avec des perturbations de facteurs impliqués dans la régulation de la glycémie et une tendance à l'hyperinsulinémie et une déficience immunitaire chez les petits-fils et les petites filles des animaux sous-nourris. Maintenant, je vais vous parler de mon modèle favori, qui est le lapin. Et simplement une étude qu'on mène maintenant depuis plusieurs années. Donc nous, on s'est dit que si on voulait faire un modèle pour la femme, les femmes ne commençaient pas à être mal nourries au moment de leur grossesse, qu'elles commençaient souvent bien avant. Et donc on a commencé sur des régimes hyper gras, enrichis en cholestérol et en lipides. Et on a commencé avant la puberté. Et donc dans cette expérience, nous avons commencé avant la puberté, et nous avons nourri les animaux, les mères, jusqu'à la gestation. Et durant la lactation aussi, avec les régimes. Donc nous avons suivi la croissance fœtale, la naissance, etc. Je vais aller très court. Si je veux résumer les résultats, eh bien, les laporaux issus de régimes hyperlipidiques, hypercholestérolémiques étaient en retard de croissance à la naissance. Au sevrage, tout le monde avait rattrapé, donc il n'y avait plus de différence entre le groupe témoin et le groupe traité. Par contre, ceci malgré quels que soient les croisements entre la pro, par contre, les animaux issus de mères issus du régime HH avaient un surpoids et une hypertension à l'âge adulte. Lorsqu'on a refait la même expérimentation en nourrissant nos animaux uniquement à partir de la gestation, nous n'avions pas de retard de croissance. Nous n'avons pas encore fait l'étude jusqu'à long terme, donc je ne peux pas vous dire si ces animaux auraient pu être obèses ou non. Mais donc, ça a pointé sur cette période critique périconceptionnelle. Nous avons regardé l'expression des gènes à l'intérieur des embryons, et en particulier, on a pu déterminer un certain nombre de gènes, une dizaine de gènes différentiellement exprimés chez l'embryon extrêmement précoce. On a choisi la dipophiline ici, puisqu'il est impliqué dans le métabolisme lipidique. Et on voit qu'ici, il est témoin en bleu, ici, il est traité en rouge, que dès cette période de 8-16 cellules, eh bien, l'embryon s'adapte à l'environnement maternel nutritionnel. Et on voit ici, alors, les images ne vont pas passer, vous allez devoir me croire, hein. Eh bien, on voit des globules lipidiques à l'intérieur des embryons, et il y en a beaucoup chez les HH et il y en a très peu chez les témoins. Il n'y a pas que la période périconceptionnelle, la période néonatale est importante. Ici, c'est une étude qui est en cours par Emmanuel Koch et Madia Charlier donc, à l'INRA, donc avec un régime obésogène, des femelles qui sont nourries ou non avec ce régime, qui sont accouplées, et ensuite les lapros sont allaités par des mères témoins ou des mères obèses. Et donc c'est une étude en cours, hein. Pour l'instant ce sont des résultats qui vont être présentés au congrès mondial de Milk Genomics, et on voit ici les 4 groupes, les filles nourries avec du lait de mères obèses et issues de mères obèses,
et les 3 autres groupes. Et on voit que les 3 autres groupes, finalement, ne diffèrent pas. Par contre, les filles dont les mères ont été obèses et qui ont été nourries par le lait obèse, elles deviennent obèses. Les filles dont les mères ont été obèses, qui ont été nourries par du lait de mère non obèse, sont dans le même lot que les témoins. Donc il y a une capacité d'intervention au niveau de la lactation. Dernier point sur des données scientifiques dont je veux vous parler, c'est que le père est aussi important. Rachel Lévy va vous en parler. Ici, une expérimentation avec un mâle qui était nourri avec un régime hypergras, croisé donc avec une femelle témoin. On regarde les effets sur les femelles et on voit qu'on a des perturbations de la tolérance au glucose chez la descendance, avec des méthylations, donc on revient à l'épigénétique, de gènes qui sont impliqués dans le métabolisme, l'homéostasie du glucose dans le pancréas. Donc, mon message, c'est que la programmation métabolique, elle démarre dès la période préconceptionnelle, elle continue durant la période périconceptionnelle, durant la période fœto-placentaire, durant la petite enfance, à l'âge adulte, et qu'on peut avoir des effets transgénérationnels. Donc il est temps de s'en occuper rapidement. Et si on veut parler, donc ces interactions sont dues à des interactions entre gènes et environnement. Excusez-moi, je suis juste dans le temps. Et donc selon les périodes de la vie, on va avoir des effets qui vont être différents. Et ça va aussi dépendre de l'activité du génome, et ça vous allez en entendre parler avec Claudine. Donc selon le type d'activité du génome, les effets vont être différents. L'environnement, je vous ai parlé de l'environnement nutritionnel, mais ça peut être différents nutriments, ça peut être aussi des micronutriments, ça peut être aussi des polluants. Et donc, comme on a parlé, selon la période de la vie, le type d'activité du génome, l'environnement peut se comporter comme un acteur, comme je vous ai montré pour l'étude chez la souris. Donc on aura un premier événement, ou un révélateur, un deuxième événement qui va faire que ce qui s'est passé là aura un effet là ou non. Donc on a des prédispositions, mais ce n'est pas tout à fait inévitable, et donc il nous faut trouver les solutions pour éviter que les facteurs... pour essayer de corriger ce qu'a pu mettre en place le premier acteur. Donc on peut faire de la prévention ou du traitement. Voilà, je vous remercie. Et puis, voici ici l'équipe épigénétique et déterminant précoce du devenir de l'adulte, donc avec beaucoup de monde qui travaille donc sur la programmation métabolique avec des aspects périconceptionnels et fétaux et postnataux. Et ici, l'unité génétique et physiologie de la lactation qui est responsable des travaux sur la lactation. Je vous remercie.